Les dernières nouvelles concernant le ministre iranien des Affaires étrangères, c'est qu'il a publié sur son compte X qu'il allait entamer une tournée à Islamabad, puis à Mascate, à Oman, et qu'il se rendrait ensuite à Moscou. Dans son message, il a conclu en disant que leurs voisins étaient leur priorité. C'est pour cette raison qu'il fait ce déplacement. Et plus tard, on a appris par CNN que Donald Trump préparait Steve Whitcomb et Jared Kushner pour les envoyer à Islamabad. Le problème, c'est que l'équipe iranienne a dit que ce n'était pas prévu dans leur programme. Et même, on a vu dans les médias iraniens, dans la presse en persan, des informations disant qu'il n'y avait pas de conditions réunies, que la situation ne s'y prêtait pas. En clair, ils ne sont pas là pour discuter avec les États-Unis. Et cette visite, c'est celle de la délégation iranienne, du ministre iranien des Affaires étrangères à Islamabad. Ça fait partie, comme je l'ai dit, de leur tournée. Mais il semble que Donald Trump insiste pour envoyer Jared Kushner et Steve Whitcomb à Islamabad, justement pour parler avec les Iraniens. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe? Eh bien, je suppose qu'ils cherchent des choses à faire pour Whitcomb et Kushner, histoire qu'ils aient l'air utiles, ou quelque chose comme ça. Ils ne jouent sans doute pas assez au golf sur les parcours de Long Island. Mais non, à ce stade, c'est presque une blague qui dure. En réalité, c'est juste un autre signal envoyé aux États-Unis. Le monde ne va pas tout laisser tomber simplement pour s'adapter à ce que dit Washington. C'est un peu comme on envoie nos émissaires, nos envoyés spéciaux, à Islamabad. Peu importe ce que vous aviez prévu, mettez ça de côté. Vous devez les recevoir. Ils veulent être impliqués. Le schéma est clair, Nima. Qui a demandé le cessez-le-feu? Ce n'était pas l'Iran. Et qui veut prolonger le cessez-le-feu? Ce n'est pas l'Iran. Et le prolonger encore. Ce n'est toujours pas l'Iran. C'est les États-Unis. Normalement, c'est la partie qui perd, ou celle qui est en position de faiblesse, qui supplie pour un cessez-le-feu. Et là, ce sont les États-Unis qui l'ont demandé. Si on écoute les conférences de presse de Pete Hegseth et les déclarations pleines d'assurance de Donald Trump, on pourrait croire qu'il maîtrise parfaitement la situation, que les Iraniens vont comprendre la leçon, se plier à la volonté de la puissance américaine, ou sinon qu'on va simplement les détruire. Mais si c'est vraiment le cas, pourquoi avoir demandé un cessez-le-feu? Donc pour moi, il y a deux choses claires. Donald Trump n'a aucune issue convenable dans cette situation. Il n'a pas de vraie porte de sortie. S'il se retire maintenant, ce serait une humiliation, presque comme admettre la défaite en acceptant les conditions iraniennes. Il ne peut pas. Politiquement, c'est impossible. Dans sa tête, je pense qu'il le pourrait. S'il était malin, il le ferait, et il le présenterait d'une façon qui donnerait l'impression d'une victoire. Mais ils sont tellement enfermés dans ce récit de la domination américaine qu'ils ont peur. Alors il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas non plus jouer l'autre carte, celle du MAGA d'origine. Tu sais, le discours du genre « ce n'est pas notre guerre, on n'est pas les gendarmes du monde, on s'en fiche de ce qui se passe dans la rue ». Tu te souviens? On s'en fiche du golfe Persique. On ne tire aucune de nos sources d'énergie de là-bas. Ça n'a rien à voir avec nous. Les Européens doivent prendre leurs responsabilités. Et 2 semaines plus tard, il dit « non, 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 il faut qu'on contrôle ça ». Donc s'il se retirait en disant qu'on ne va plus jouer les gendarmes du monde dans le golfe Persique, eh bien ça reviendrait à laisser Israël pratiquement tout seul. Et le lobby aux États-Unis ne le permettra pas. Donc cette option est écartée. Voilà, ce sont les 2 positions principales qui auraient du sens du point de vue des intérêts américains, on pourrait dire. Mais ils ne peuvent pas. Ces options sont interdites. Elles sont bloquées pour Trump. Et l'autre possibilité, c'est d'escalader. C'est de masquer cette catastrophe par une autre catastrophe, par une nouvelle couche de crise.
Et c'est exactement ce que montrent tous les signaux, Nima. C'est très clair. Ils pointent tous dans la même direction. L'incapacité à parvenir à un accord, l'incapacité à mener des relations internationales un peu matures, un peu logiques. Vous savez, juste les bases d'ailleurs. On parle de choses de niveau licence, diplomatie et relations internationales. L'administration Trump n'arrive même pas à gérer ça. Ils sont vraiment incompétents. Donald Trump est probablement l'un des pires négociateurs de l'histoire. Vous savez, c'est pourtant censé être son domaine. Son livre, c'était l'art de la négociation. Mais bon, construire un casino à Atlantic City et essayer de réparer une guerre d'agression illégale et non déclarée, c'est pas du tout la même chose. Le chaos mondial provoqué par cette guerre, essayer de le corriger avec un simple accord, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Et on ne peut pas ignorer l'histoire. On ne peut pas ignorer les intérêts politiques et les sensibilités des autres pays. En fait, on ne peut pas non plus ignorer l'architecture de sécurité de la région. Une architecture de sécurité d'après les États-Unis. Parce que c'est bien de ça qu'on parle, non? On parle d'un golfe Persique d'après les États-Unis. Il n'y a plus de place pour les États-Unis là-dedans. Personne dans l'administration Trump ne l'a reconnu. Il parle comme si tout était resté comme il y a un an. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le même golfe Persique. Ce n'est plus le même Moyen-Orient. Et ça ne le redeviendra jamais. Donc, leur incapacité à affronter et à accepter ces réalités, ajoutée à l'incompétence de leurs négociateurs, de leur secrétaire d'État, qui est pratiquement aux abonnés absents. Marco Rubio, lui, on ne sait même pas où il est ni ce qu'il fait. J'imagine qu'il prépare en ce moment l'invasion de Cuba. Encore une guerre illégale. Il prévoit d'envahir Cuba. Voilà à quoi Rubio consacre son temps. Voler du pétrole et imposer des blocus illégaux aux voisins des États-Unis. Il ne prend même pas la peine de se montrer, ni même de donner son avis sur cette guerre. Tout ça montre bien que c'est un gouvernement dysfonctionnel. Ils n'ont qu'une seule option, s'entêter. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont tort, alors ils s'enferment dans leur erreur. Et en ce qui concerne Israël, il est clair qu'Israël n'est pas en mesure de se défendre en ce moment. Si les hostilités reprennent, le pays va faire face à de gros problèmes sur le plan physique, politique, militaire et économique. Et tout ça ne fera qu'empirer. Cela ouvre aussi la porte à autre chose parce qu'on parle beaucoup du déploiement d'armes nucléaires. Et je trouve ça vraiment inquiétant, choquant même, et effrayant de voir que les gens en parlent avec autant de désinvolture, comme si c'était une solution acceptable à une guerre que les États-Unis et Israël ont déclenchée. On entend maintenant mensonge sur mensonge du côté occidental. Oui, mensonge sur mensonge. Ils en rajoutent encore, simplement pour éviter que les gens s'interrogent sur les causes profondes de tout ça, sur la façon dont tout a commencé. Et en fait, tout ça a commencé avec le retrait du JCPOA pendant le premier mandat de Trump. C'est ce moment-là qui a déclenché toute une série d'événements qui nous ont menés à cette guerre et qui leur a donné le prétexte pour intensifier les tensions sous le faux prétexte totalement inventé que l'Iran développerait une arme nucléaire. Totalement faux. Ils ont dû se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, alors que c'était un traité international tout à fait acceptable. L'Iran n'en développait pas de toute façon, mais le JCPOA, sous Obama, offrait une double garantie qu'il n'en développerait pas. Donc en réalité, c'était la meilleure solution pour tout le monde. Mais en se retirant de cet accord, ça a créé un récit du genre « Ah, regardez, il n'y a plus d'accord nucléaire en vigueur. » L'Iran est clairement en train de développer une arme nucléaire. Et maintenant, Trump revient, 8 ou 9 ans plus tard, pour dire que l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, aurait mis l'Iran sur la voie de l'arme nucléaire.
Franchement, c'est incroyable qu'ils arrivent à vendre ça à un public américain de plus en plus stupide, à une chaîne Fox News de plus en plus lobotomisée et à ce qu'il reste de la base MAGA. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Les gens aux États-Unis qui croient à tout ça, à ces arguments à moitié cuits, ils devraient vraiment se faire examiner. Sans parler du fait que, selon moi, la moitié du cabinet de Trump devrait passer un alcootest et un test de dépistage de drogue tout de suite, parce que ce qui sort de la Maison-Blanche en ce moment est complètement fou. Patrick, le principe d'un blocus, c'est de mettre une pression économique sur l'Iran. C'est un pays qui, pour beaucoup d'entre nous, je pense, vit sous sanctions américaines depuis très longtemps, plus de 46 ans. Donc ils savent comment gérer les difficultés économiques. Et les États-Unis ne contrôlent pas vraiment la situation. Hier, j'ai parlé avec Larry Johnson et il disait qu'au mieux, ils arrivent à contrôler 10% du trafic entrant et sortant du Golfe Persique. Et ça, c'est tout à fait gérable pour le gouvernement iranien. Mais si on regarde la situation aujourd'hui, est-ce que tu penses, il me semble que Donald Trump commence à comprendre que ce blocus ne fonctionne pas? Hier, on a appris, par exemple, qu'un navire de la marine des gardiens de la Révolution escortait l'un de ses pétroliers dans le Golfe Persique. Et personne n'a réagi. La marine américaine a essayé de le saisir, mais elle n'a pas pu à cause de l'IRGC. C'était une sorte d'affrontement, une démonstration de force entre les deux camps. Et ça va empirer. Ça ne va pas s'arranger pour les États-Unis dans cette région. L'Iran est chez lui, dans sa région. Les États-Unis, eux, sont des invités là-bas, ou en tout cas des étrangers à cette région. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que selon vous, ça va entraîner de nouvelles escalades, de nouveaux cycles de guerre? Et jusqu'où cela pourrait-il mener à un résultat constructif pour les États-Unis? D'abord, un blocus militaire des ports iraniens ou de la navigation iranienne, c'est un acte de guerre. Donc avant tout, ça rend toute négociation impossible. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas d'accord de paix. Alors l'idée que l'Iran devrait venir à la table des discussions pendant qu'on lui impose un blocus, pendant qu'on se vante, Pete Hegseth est à la télévision en pleine conférence de presse, en train de se vanter que les États-Unis interceptent des navires commerciaux iraniens, qu'ils les qualifient de flotte noire et qu'ils disent qu'ils vont les traquer partout dans le monde avec leur marine. Franchement. Et en plus, ils accusent l'Iran de piraterie, alors qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui se comportent comme les plus grands pirates de la planète en ce moment, en utilisant leur marine comme une force de corsaires, une force navale au service de l'État d'Israël. C'est exactement ce qu'ils font. Donc ça, ajouté au renforcement des sanctions par les États-Unis, c'est encore un acte de guerre. Concernant le détroit d'Ormuz, ce que les gens doivent comprendre est assez simple. Du point de vue du droit international, les États-Unis n'ont aucun fondement juridique. Si on regarde la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, deux pays ne l'ont pas ratifiée. L'un d'eux, c'est l'Iran. L'Iran n'a pas ratifié cette convention, donc il n'a pas accepté d'y adhérer. Et devinez quel est l'autre pays qui ne l'a pas ratifié. Eh bien, c'est celui qui prône la liberté de navigation sur toutes les voies maritimes, et ainsi de suite. L'Iran, lui, a dit non. Il se réserve le droit d'exercer son contrôle sur sa zone proche, le détroit d'Ormuz. Les États-Unis n'ont pas ratifié ça non plus. Donc sur le plan juridique, ils n'ont aucune base solide en matière de droit maritime, d'abord. Ensuite, l'Iran et Oman ont tous les deux étendu leurs eaux territoriales au cours des 50 dernières années, au point qu'elles se rejoignent pratiquement dans le détroit d'Ormuz. Autrement dit, il n'y a plus vraiment d'espace libre qui relèverait des eaux internationales à cet endroit.
C'est le deuxième point. Et troisièmement, on est dans une situation de guerre. L'Iran est en guerre. Les États-Unis et Israël ont déclaré la guerre à l'Iran. Même s'ils ne l'ont pas fait officiellement, ils ont mené une guerre d'agression non déclarée contre un État souverain, un État membre des Nations Unies. Donc, à cause de ça, et selon les lois de la guerre et les précédents, l'Iran est tout à fait dans son droit, tant que ce conflit n'est pas résolu, de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, et ce, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte d'accord provisoire, puis, à terme, un traité. C'est très simple. Revenons donc au point de départ, Nima. L'incapacité des États-Unis à être un partenaire fiable pour un accord, surtout sous l'administration Trump. Mais Biden avait aussi ce problème, notamment avec la Russie, les États-Unis et la Russie, et tous leurs différents accords, y compris sur l'Ukraine. Trump, lui, c'est encore pire, et de loin. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas résoudre la situation. Et Trump, comme les autres, vont se retourner et dire « Eh bien, c'est pas notre problème ». Nous, on ne reconnaît pas le droit international. On est les États-Unis. Enfin non, en réalité, les États-Unis ont adhéré aux conventions de Genève et à tout un ensemble d'autres traités internationaux. Par exemple, quand on entend dire qu'ils donnent maintenant l'ordre de tirer sur des bateaux iraniens et en gros de tous les détruire, eh bien ça, c'est contraire au droit américain. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont adopté toutes ces règles pour encadrer l'armée américaine et empêcher le pays de refaire ce que tout le monde faisait avant, c'est-à-dire commettre des atrocités de guerre. C'est pour ça que toutes ces conventions ont été mises en place et ratifiées par le Congrès américain. Donc, selon la clause de suprématie de la Constitution des États-Unis, c'est la loi du pays. Donc, c'est une obligation légale. Pour s'en retirer, il faudrait annuler toute cette législation aux États-Unis. Autrement dit, Trump agit complètement en dehors du droit américain, en violation de la loi américaine. Ce qu'ils font est illégal selon les normes juridiques américaines, et c'est aussi illégal au niveau international. Ils n'ont absolument aucun droit de dire à l'Iran quoi faire dans le détroit d'Ormuz, et l'Iran a parfaitement le droit, sur le plan international, de faire ce qu'il fait. Tout indique, Nima, l'échec des négociations, l'incapacité des États-Unis à agir comme une puissance normative dans le système international, les menaces de cette administration, et aussi le déploiement de moyens militaires américains, avec un autre groupe aéronaval qui contourne le cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, pour se diriger vers l'océan Indien. Je crois que c'est l'USS George H.W. Bush et que ce groupe aéronaval rejoint deux autres groupes. L'un se trouve déjà dans l'océan Indien, dans la mer d'Arabie, dans cette zone-là. L'autre arrive de Grèce, dans le nord de la mer Rouge. C'est l'USS Gerald Ford. Et curieusement, je ne sais pas s'il ira plus au sud en passant par le détroit de Bab el-Mandeb. C'est aussi un point de tension. Mais il est plus probable qu'il soit là pour apporter un soutien potentiel à Israël, pour aider à défendre Israël, mais aussi pour protéger le port de Yanbu, le terminal du pipeline est-ouest de l'Arabie saoudite, celui qui permet de contourner le détroit d'Ormuz. Ce pipeline deviendra une cible dès que les hostilités reprendront sous les tirs de missiles iraniens. On dirait que ce groupe aéronaval comprend non seulement les porte-avions, mais aussi les destroyers qui les escortent, avec des capacités d'interception de missiles. Donc tout porte à croire qu'ils se préparent à la guerre, Nima. Et c'est en quelque sorte la conclusion inévitable à laquelle on arrive ici. Et si la guerre est évitée, si nous évitons la guerre dans ce cas, ce sera parce qu'ils essaient de trouver autre chose à faire, une autre manière de s'y prendre. Trump, lui, c'est quelqu'un qui aime tout contrôler dans le détail. Il aime micro-gérer et, tu vois, redessiner les lignes du terrain pendant que le match se joue. En gros, il change les règles du jeu en cours de partie.
C'est comme ça que Donald Trump fonctionne quand il agit. Et il pense qu'à force, il finira par trouver la formule magique pour obtenir l'accord qu'il veut. Mais là, on ne parle pas de construire un immeuble à Manhattan. C'est complètement différent. Donald Trump est totalement dépassé. En tant qu'individu, il a largement dépassé son niveau d'incompétence en tant que président des États-Unis. Et tout le monde en Amérique le sait. Il est la risée du monde entier. Il restera dans l'histoire, sans doute, comme le pire président américain que le pays ait jamais eu et qu'il aura jamais. C'est déjà gravé, c'est ça son héritage. Il s'imagine qu'un porte-avions portera son nom ou qu'on lui fera une grande statue à Washington. Mais ça n'arrivera pas. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on vient d'expliquer. Je pense que le problème auquel il est confronté, c'est que son ennemi doit l'aider à s'en sortir. C'est bien ça le problème. On a eu le cessez-le-feu, puis il a décidé, tout seul, de le prolonger. L'Iran a compris, d'une certaine manière, ce qui se passait dans ce jeu, parce qu'ils ne veulent pas en faire partie pour aider Donald Trump à sauver la face dans la situation qu'il affronte en ce moment. Et là, on le voit bien, il n'y a aucune issue pour Donald Trump, à moins que l'Iran ne décide de lui venir en aide. C'est impossible. Quand on regarde ce qui se passe en Iran, la nature du discours, la façon dont il parle du conflit, il n'y a tout simplement aucun moyen pour Donald Trump de sauver la face. Et il va avoir beaucoup de difficultés. Je pense que tous les signes, comme vous l'avez dit, montrent qu'on se dirige vers une forme d'escalade, un nouveau cycle de guerre. Parce que l'Iran préférerait entrer dans une guerre pour mettre une forte pression, quitte à aggraver la situation pour Donald Trump, plutôt que d'aller dans une direction qui pourrait l'aider. C'est la réalité à laquelle il est confronté. Je ne sais pas s'il en a conscience, ou s'il essaie désespérément de faire autre chose, parce qu'il ne semble pas que l'Iran soit prêt à jouer le jeu comme il voudrait, pour lui venir en aide. Je pense qu'au fond de lui, il se rend compte qu'il s'est fait dépasser. Il s'est mis dans une position quasiment impossible à gagner. Mais comme tu l'as dit, il essaie d'obtenir un peu d'aide de l'Iran, de les amener à la table des négociations. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec... Enfin, je ne suis pas psychologue, mais un sociopathe se persuade qu'il y a une solution, alors qu'au fond, il se prépare à tout saboter. Une fois qu'il a amené l'autre partie à la table pour trouver un compromis, il attaque de nouveau. C'est le fonctionnement typique d'un narcissique malveillant, d'un psychopathe ou même d'un tueur en série, ce genre de profil. Et c'est un peu comme ça que le cerveau de Donald Trump est câblé. Il se convainc qu'il veut sincèrement une solution, mais une fois qu'il a les autres en face de lui, il passe à l'attaque. C'est tout simplement dans sa nature. And that's just in his nature. That's how he doesn't have the temperament or I think the intellectual. Il n'a pas le tempérament, ni je pense la profondeur intellectuelle ou les capacités nécessaires pour faire le travail qu'il occupe. Malheureusement, celui pour lequel il a été élu. Et il est complètement dépassé. Il s'est mis dans une situation où il est dépassé. S'il avait évité la guerre dès le départ, la raison pour laquelle les gens ont élu ce type, ce clone, cette honte, ce désastre ambulant, c'est qu'ils croyaient à sa promesse, qu'il ne plongerait plus les États-Unis dans des guerres stupides, surtout au Moyen-Orient. C'est vraiment sur cette base qu'il a été élu. Mais on savait tous, en tant qu'Américains, ou du moins ceux d'entre nous qui suivaient un peu ce qui se passait, on savait que s'il tenait ses promesses, il s'en sortirait sans doute bien. Il pouvait se concentrer sur la situation politique intérieure, entretenir de bonnes relations avec les autres pays, améliorer le commerce, et ainsi de suite. Mais on a eu exactement l'inverse ces 18 derniers mois. Littéralement l'opposé de tout ça.
Donc, il n'est pas capable de se sortir de cette situation. D'autres forces ont pris le contrôle de son administration sur le plan intérieur maintenant. Et puis, les Israéliens, je pense qu'ils contrôlent totalement la Maison-Blanche en ce moment. Et ils vont même jusqu'à dire aux États-Unis, Israel Katz, le ministre de la Défense, dit en gros, nous allons attaquer les Iraniens. On va tuer des Iraniens. Et les États-Unis envoient presque un message à eux-mêmes, comme pour dire, vous allez devoir nous soutenir parce qu'on va attaquer à nouveau. C'est ça que le ministre de la Défense est en train de dire. Pendant ce temps, Trump hésite sans arrêt. Il n'arrive pas à se fixer sur sa propre histoire. Est-ce que c'est « il faut empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire » ou bien « il tue leur propre peuple » ou encore « il s'apprêtait à pendre ces 8 femmes et j'ai intervenu pour les sauver ». Quelque chose allait se passer. Et maintenant il dit ça. Et maintenant il ajoute « eh bien, des prix de l'essence plus élevés, une récession économique, c'est le prix que vous allez devoir payer, parce que je viens de vous sauver de l'Iran et de son arme nucléaire. » Donc en gros, il dit, vous préférez un Iran doté de l'arme nucléaire ou des prix de l'essence élevés. Il faut choisir. Alors vous allez accepter des prix élevés et nous, on s'occupe du nucléaire iranien. Autrement dit, il fabrique un homme de paille. C'est un niveau de propagande qu'on n'a jamais vu auparavant aux États-Unis. Et laissez-moi vous dire, l'Amérique, c'est l'une des sociétés les plus abreuvées de propagande de toute l'histoire de l'humanité. On a ici une machine de propagande absolument incroyable, puissante, gigantesque, une véritable usine à fabriquer le consentement et à diffuser la désinformation comme le monde n'en a jamais connu. Franchement, c'est immense. Et ce qu'il diffuse en ce moment, personne, parmi tous ceux à qui j'ai parlé, n'a jamais vu ça de toute sa vie. Je veux dire, Pete Hegseth, ce présentateur télé qu'on a mis à la tête du Pentagone, il sort aujourd'hui en conférence de presse, ou hier après-midi, je crois, et il dit, vous savez qui mérite le prix Nobel de la paix? L'armée américaine mérite le prix Nobel de la paix parce que c'est nous qui protégeons le monde. Le monde ne nous apprécie pas à notre juste valeur. On devrait le recevoir chaque année. L'armée américaine devrait avoir le prix Nobel de la paix. Donc on ne peut pas sous-estimer le niveau de délire ici, ni la pure sociopathie de ces gens qui sont franchement médiocres dans les fonctions où on les a placés. Et on en voit les résultats maintenant. C'est une catastrophe, du jamais vu. Et on prie tous pour que ces gens ne fassent pas exploser le monde. On prie à ce stade pour que Donald Trump ou les Israéliens ne sortent pas l'arme nucléaire pour se sauver, pour se sortir du chaos qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Quant à l'économie mondiale, enfin, je préfère même pas en parler, Nima, parce qu'en ce moment, l'économie mondiale est déjà en train de se fracasser contre le mur. On le voit déjà en Asie du Sud-Est, pénurie de carburant, entreprises qui ferment, et bientôt on va commencer à voir des faillites, des liquidations. Il y a des pans entiers de l'industrie qui sont à l'arrêt. C'est du niveau d'une perturbation systémique, comme pendant le Covid. Et ça, c'est déjà en cours. Ça finira par arriver à l'Ouest parce que le marché papier des contrats à terme, des produits dérivés et tout ce système-là est en train de rejoindre la réalité matérielle sur le terrain. Les réserves sont épuisées, que ce soit le pétrole, le gaz en mer et tout le reste. Donc, le vrai prix va finir par apparaître et le marché fera ses ajustements. En ce moment, il y a des pénuries de kérosène partout dans le monde. Et ça va toucher tous les secteurs, le transport, la logistique, l'emploi. On est en train d'entrer dans une récession mondiale dès cette semaine. Et si ça continue, si eux continuent à s'enliser dans cette guerre impossible à gagner, dans ce désastre, alors on se dirige vers une dépression mondiale. Elle va vraiment commencer,
sans doute bien plus vite que ce que les gens imaginent, mais elle frappera fort à partir de juin. Peut-être qu'ils ont encore le mois de mai pour rester un peu dans leur monde imaginaire. Tout le monde, aux États-Unis, pourra aller faire des barbecues et faire semblant que rien ne se passe, parce que le pays est indépendant sur le plan énergétique. Mais ça ne sauvera pas toutes les chaînes d'approvisionnement qui sont en train d'être complètement détruites par ce que les États-Unis et Israël ont fait au monde, c'est-à-dire déclencher cette guerre qu'ils pensaient gagner en une semaine. Et nous y voilà. Et Donald Trump dit « Oh, ça ne fait que 4 semaines. » Non, non, Donald. Ça ne fait pas 4 semaines. Ça ne fait pas 6 semaines non plus. On entre déjà dans le 3e mois, à partir de la semaine prochaine. Donc il essaie encore de minimiser. C'est typique de ce président, toujours en train d'atténuer ses propres erreurs catastrophiques et d'essayer de présenter ça comme une victoire. Mais ça va vraiment lui exploser au visage, ainsi qu'à celui du gouvernement américain. Et ça va provoquer une crise politique à l'approche des élections de mi-mandat. Franchement, c'est une catastrophe qui est en train de prendre de l'ampleur. Is gaining steam right now.